Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, d'Hélène Nielsen. Ça s'appelle Au bord du crime. Kurt Steiner, trop massif pour son cou, semble faire irruption au-dessus de ses larges épaules. Il se tient droit comme un nid et donne l'impression de regarder les gens du haut de sa grandeur à cause de cette manière qu'il a de porter le menton en avant. Ainsi en a-t-il toujours été avec Mildred, sa femme. Parfois, il se montre dur, d'autres fois plein de sollicitude, mais ces rares moments de tendresse ne sont jamais dépourvus d'une certaine arrogance inconsciente, comme s'il voulait alors la récompenser de sa bonne conduite. Aucun des chefs de chantier de la Trans-American Construction Company n'a mieux réussi que lui. S'il est reconnu par tous comme intègre, Kurt Steiner sait tirer le meilleur rendement de ses hommes, même de ceux qui n'ont jamais travaillé de leur vie auparavant. Il est capable de construire des routes à travers une jungle infranchissable et, littéralement, de déplacer des montagnes. Le rythme de son activité ne varie jamais, ne ralentit jamais. Il est aussi régulier que la pendule accrochée dans son bureau et qui marque aujourd'hui 10h moins 22 minutes. 22 minutes avant l'heure fixée pour sa mort. Il est assis derrière son bureau, sa tête et ses épaules semblables à celles d'un buste de marbre. La sueur qui s'étale sur son visage n'est pas plus épaisse que d'habitude. Il fixe tranquillement sa femme debout devant lui dans la chaleur étouffante qui baigne les 4 murs de préfabriqués au cœur de la jungle. J'ai ordonné que l'explosion des bâtons de dynamite pour dégager les rochers ait lieu à 10 heures précises, explique-t-il. Je fixe toujours le moment exact, afin que tout le monde puisse s'éloigner du secteur dangereux. Je veux dire, aussi bien ceux du chantier que les Indiens du village voisin. À 10 heures exactement, le bruit de l'explosion étouffera celui du coup de feu. Cela signifie qu'à cette heure exacte, ma chérie, je serai mort. Sa femme ne répond pas. Mildred Steiner a été autrefois une femme très séduisante, mais dans la jungle, la beauté résiste mal. Une fleur coupée le matin se fane dès midi. Oh certes, Mildred est loin d'avoir atteint la décrépitude. Elle lutte obstinément pour lui échapper, au contraire, mais si son corps paraît encore jeune, on sent en elle une profonde lassitude, comme si son cerveau avait accepté une défaite que sa volonté refusait. Pourquoi me dis-tu ça? Questionne-t-elle enfin. C'est pour me faire cette confidence que tu m'as fait venir par cette chaleur? Apparemment, observe-t-il, l'idée de ma mort dans 21 minutes d'ici ne semble pas t'inquiéter outre mesure, ma chérie. Tu n'es même pas un tout petit peu inquiète? Elle hausse les épaules. Je ne te crois pas, Kurt. Pourtant, répond le chef de chantier, mon revolver ne se trouve plus à sa place. Si tu l'affirmes, je suppose que c'est vrai, répond-elle tranquillement. Mais est-ce vraiment important? Pourquoi en déduis-tu que celui qui t'a volé cette arme va essayer de te tuer? Kurt Steiner hoche la tête. Parce que c'est le seul revolver du camp, Mildred. Tu le sais très bien. Je ne permets jamais à mes ouvriers de porter une arme à feu. Un faux mouvement, une querelle et la tragédie éclate. Sous ce climat, les hommes sont difficilement maîtres de leur nerfs. Moi, je le suis. Et puis moi, je suis leur chef, ce qui m'autorise à posséder un revolver. Ses épaules massives s'arc-boutent et repoussent la chaise. Puis, elle se voûte de nouveau et Kurt Steiner apparaît, contournant le bureau.
La chaise est munie de roues qui produisent en roulant un grincement aigu. Sous l'énorme torse d'un homme jadis plein de force, le moignon d'une jambe amputée apparaît près de l'autre jambe, intacte. La chaise roulante s'immobilise devant une cage grillagée posée sur une table près du bureau. Kurt jette un regard à l'intérieur de cette cage. Le devant de la cage est grillagé, les côtés recouverts de métal. L'intérieur, plongé dans l'ombre, semble vide à première vue. Mais tandis que l'homme amputé l'observe, quelque chose remue dans l'obscurité de la cage. « Il m'attendait », dit le chef de chantier. « Il sait à quelle heure je le nourris et il vient m'accueillir. Il me aime et il a besoin de moi. » Et il prend sur la table un petit récipient de verre dont il fait glisser une partie du contenu dans une ouverture à glissière pratiquée sur le sommet de la cage. La tête étroite, plate, du serpent apparaît. Des cercles rouges glissent le long du dos qui se déroule avec lenteur. Une langue fourchue darde à intervalles rapides. Les yeux, deux miroirs jaunâtres, reflétant la lumière, étincellent dans les ténèbres. « Gargantilia » murmure Kurt, comme fasciné. « Gargantilia » C'est ainsi que les Indiens t'appellent le collier de perles, le collier de mort. Eh bien, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, Gargantilia. Tu n'as eu qu'une partie de ma jambe. Mais aujourd'hui, quelqu'un armé d'un revolver finira le travail à ta place. Mange ton déjeuner, mon beau, mange, mange. Oui, je sais, tu voudrais que j'approche ma main. Tu détestes être en captivité, n'est-ce pas? Tu aimerais tellement planter tes crocs venimeux dans ma chair. Arrête! Dit Mildred, agité d'un frisson presque imperceptible. Je trouve ça horrible. Pourquoi ne l'as-tu pas tué après qu'il t'ait mordu? Pourquoi le gardes-tu enfermé ici comme un trophée vivant? Kurt Stenner repose sur la table le récipient contenant les insectes vivants et se tourne en souriant vers sa femme. Tu me refuses le droit d'avoir quelques plaisirs, Mildred? Ils sont devenus si rares, mes plaisirs. Pourtant, Gargantilia a pris ma jambe, je lui prends sa liberté. C'est dans l'ordre des choses, n'est-ce pas? Tout s'échange dans la vie. Mais j'oublie trop souvent que tu as horreur des serpents, ma chérie. Mildred a pâli et ses yeux fixent le reptile dans sa cage. Tandis que son mari prend place en face d'elle, la cage à ses côtés, elle ne le quitte pas des yeux comme envoûtée par la peur. Kurt Stenner observe la pendule. Il est 10h moins 16. Qui est-ce selon toi, Mildred? Pardon? Interroge-t-elle comme sortant d'un rêve. Je t'ai posé une question, ma chérie. À 10 heures précises, qui va venir me tuer, selon toi? Mildred ne répond pas. La lumière venant de la fenêtre dessine une tache d'un blanc violent sur le mur. On entend sur le chantier les ouvriers en train de charger un camion qui doit se rendre au tunnel, distant d'1 kilomètre environ. Personne d'autre que moi n'entre dans cette pièce, poursuit Kurt Stenner, sauf Alistair, Miguel et le docteur Landry, 2 hommes et un adolescent qui ont 2 traits communs. Ils t'aiment et me haïssent. Je me demande lequel des 3 me déteste le plus, ou plutôt je devrais dire, lequel des 3 est le plus amoureux de ma femme. Mildred Stenner n'observe plus le serpent ni la tache blanche sur le mur, mais le visage de son mari. Il n'a pas posé une simple question. Il est en train de procéder à un interrogatoire. Les mains de la jeune femme se crispent sur son sac. Sa bouche se durcit, mais elle ne répond pas. Parlons un peu de Miguel, continue son mari. Il t'adore, ce garçon. Forcément, un jeune serviteur orphelin et une jolie femme plus âgée, sans enfant. Rien d'étonnant qu'il soit jaloux de moi et qu'il veuille me tuer. Cette fois, Mildred réagit. « Je t'en prie, dit-elle, ne sois pas stupide. Miguel n'est qu'un enfant. » Un enfant? Tu le vois avec d'étranges yeux, ma chérie. L'enfant que nous avons connu en arrivant ici est devenu un jeune homme dont l'imagination bat la campagne. J'ai observé la manière dont il te regarde. Quelle intensité, quel feu.
Il veut te protéger, Mildred. Il veut te placer hors de portée des mains brutales du vieux gringo que je suis. Il t'adore, je t'assure. Tais-toi, Kurt. Tais-toi. Tente de l'interrompre sa femme. Il t'adore et il me hait. Poursuit impitoyablement son mari. Mais l'idolâtrie d'un jeune homme trop romantique suffira-t-elle à le pousser au crime? Est-ce que c'est lui qui pressera la gâchette? Là est la question, bien évidemment. Mildred contrôle son souffle comme si le simple fait de respirer l'empêchait d'accorder aux paroles de son mari toute l'attention nécessaire. Si tu crois vraiment que quelqu'un veuille te tuer, dit-elle, pourquoi ne pas faire fouiller tout le camp pour retrouver ton revolver? Le regard que Kurt Steiner pose sur sa femme se teinte d'un étonnement ironique. Ça, c'est une idée, ma chérie. Pourquoi ne suis-je pas aussi intelligent que ma femme? Si je l'étais, je pourrais être président de la compagnie et habiter un appartement avec terrasse à New York. Ça te plairait, ça, n'est-ce pas? Tu aimerais bien quitter à jamais ce misérable camp perdu dans la jungle. Mais que devrais-je faire fouiller, selon toi? Les baraquements des ouvriers? Celui des contremaîtres? L'entrepôt? Ou bien allons-nous simplement faire aligner les hommes en leur demandant lequel d'entre eux a pris mon revolver dans mon bureau avec l'intention de me tuer? Mais enfin, s'exaspère Mildred, qu'est-ce qui te prouve que quelqu'un veut attenter à ta vie? Que tu n'es pas le jouet de ton imagination? Voyons, ma chérie, tu sais très bien que je ne suis pas un rêveur, mais un homme très pragmatique. Je n'imagine jamais, sauf peut-être ce fameux jour. Il abaisse sa main et caresse le haut de sa jambe amputée. Oui, sauf ce fameux jour où Landry m'a coupé la jambe, tu te rappelles? Ça s'est passé ici même, dans ce bureau. Landry affirmait qu'il fallait faire vite. Il m'a opéré sans anesthésie. Je l'ai observé. Je crois qu'il prenait un certain plaisir à me charcuter la jambe. Ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, Mildred. Et il aurait pris encore plus de plaisir si j'y avais laissé ma peau, crois-moi. Il faut dire que la tentation devait être forte de m'expédier dans l'au-delà pour un homme ayant légalement le droit de tuer. Ça se comprend fort bien. C'est l'occasion extraordinaire de se débarrasser de son rival. Mildred hausse les épaules. Son rival, répète-t-elle ironiquement. Dès qu'un homme m'adresse la parole, dès qu'il lui vient à l'esprit que moi aussi j'ai un cerveau et que je peux avoir envie de m'en servir, alors il devient à tes yeux un rival. Non, répond Kurt Steiner. Il est mon rival parce qu'il t'aime. Pourquoi crois-tu qu'un homme ayant les capacités de Landry reste dans un endroit pareil? Quand il est arrivé ici, il ne parlait que de retourner aux États-Unis. Son contrat a expiré il y a 6 mois et il n'a même pas cherché à obtenir son transfert. Il faut qu'il y ait une raison à cela. C'est exactement la question qui me hantait quand j'ai posé le pied sur notre ami le serpent ici prisonnier. Elle me troublait tellement l'esprit que je n'ai même pas aperçu ce serpent malgré ses brillantes couleurs et le Gargantua n'attaque jamais, tu le sais, n'est-ce pas? C'est une paisible créature qui ne cherche d'histoire à personne, à moins qu'il ne se sente provoqué. Kurt Steiner se penche sur la cage, puis se retourne vivement et fixe sa femme. Selon toi, est-ce Landry? Est-ce ton amant qui va franchir le seuil de cette porte pour me tuer? Les yeux de Mildred brillent de dégoût et de colère. D'une main tremblante, elle essuie la sueur qui fait briller son front. Pourquoi n'appelles-tu pas Miguel et Landry? Demande-t-elle. Pourquoi ne leur donnes-tu pas la possibilité de répondre à tes accusations? Kurt Steiner fait la moue. Il semble jouer au chat et à la souris avec sa femme. Mais parce que, ma chérie, ils ne sont peut-être pas coupables tout simplement. C'est justement le sujet de notre conversation.
Nous cherchons à identifier un assassin. Ma seule chance de salut est de le trouver avant qu'il n'ait frappé. Je suis un infirme, un homme désarmé qui attend la mort. Je ne parviendrai à rester en vie que si je peux deviner qui est l'homme qui va entrer dans cette pièce, armé de mon revolver, dans exactement 7 minutes. Si je parviens à connaître l'identité du criminel avant qu'il me tire, alors je pourrais peut-être jouer au plus fin avec lui. Admettons qu'il s'agisse de Miguel. Il est jeune, passionné, dangereux, mais j'ai pour moi mon expérience d'homme mûr. Et puis les jeunes gens s'effraient aisément, et à la pensée de l'enfer qu'il attend pour son crime, ça le fera peut-être reculer. En revanche, cette pensée n'aura aucun effet sur Landry, qui a l'âme mieux trempée, tu ne crois pas? Je crois, répond lentement Mildred, que tu joues un drôle de jeu. Pourquoi veux-tu que je reste ici avec toi? Pourquoi? Mais parce que tu es ma femme, ma chérie. Tu ne veux pas aider ton vieux mari à sauver sa peau? N'oublie pas que tu connais Landry beaucoup mieux que moi. Le visage de Mildred se crispe. Tu n'abandonnes jamais la partie, n'est-ce pas, Kurt? Tu es incapable d'oublier. Kurt observe sa femme. Je n'oublie jamais l'image de ma femme dans les bras d'un autre, répond-il calmement. Pendant un moment, on n'entend plus dans la pièce que le tic-tac de la pendule dévorant les minutes. Mildred est immobile, attendant les mots qui vont suivre. J'avais pensé que nous serions en sécurité ici, poursuit Kurt. J'étais assez stupide pour croire que, si je t'éloignais de la tentation, le passé pourrait être oublié. Kurt, ce passé n'existe pas, insiste Mildred. Il n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu. Je suppose qu'une femme comme toi ne peut changer, l'interrompt son mari. Partout où tu iras, tu déclencheras des drames. Non, Landry ne pose pas un problème aussi simple que Miguel. Si c'est lui qui entre avec mon revolver, ma situation sera désespérée. Autant que les choses soient claires et nettes en ce cas. Tu comprends pourquoi je t'ai fait venir ici à présent? Ce n'est pas que je regrette particulièrement de quitter ce bas monde, mais je suis comme le gargantilien, ma chérie. Je n'aime pas qu'on me provoque. Si je dois être exécuté, que cela se passe correctement, en présence d'un témoin. Mais je ne te force pas à rester. Tu peux partir si tu veux. À toi de décider. Le serpent est enfermé dans sa cage, elle aussi est prisonnière de son mari, d'une certaine façon. Leur sort à tous deux dépend de l'esprit tortueux de Kurt Steiner et la vie de ce dernier, de l'homme qui, à 10 heures, poussera la porte. Je vais rester avec toi, décide enfin Mildred Steiner. Merci, ma chérie, répond doucement son mari. Cela me réchauffe le cœur de voir que ma femme m'aime à ce point. Au fait, ce ne sera peut-être pas Landry qui ouvrira cette porte, mais Nicole Lister, par exemple. Kurt épie la réaction de sa femme, mais le visage de celle-ci n'est qu'un masque figé par l'attente. Est-ce que Lister est ton amant, Mildred? Interroge le chef de chantier. Je n'ai pas d'amant, répond-elle calmement. La jalousie te rend fou. Kurt Steiner se penche en avant dans sa chaise roulante. Ma chérie, faisons le point, veux-tu? Le docteur Landry t'aime et me déteste, mais il est aussi âgé que moi et ses cheveux sont encore plus gris que les miens. Nicole Lister, lui, est beaucoup plus séduisant. Tu l'as bien remarqué, n'est-ce pas? La première fois qu'il est arrivé par l'avion qui apporte le ravitaillement. Cet avion que tu guettes chaque mois avec tant d'impatience.
Tout le monde au camp attend cet avion, proteste Mildred. Il apporte aussi le courrier. Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Mais le facteur, c'est Alistair. Je le lis sur ton visage. Et je lis aussi que tu es en train d'attendre quelque chose en ce moment. L'avion se trouve sur la piste d'atterrissage. Il s'envolera dès que l'explosion aura eu lieu. Tu le sais, bien sûr. Tu sais aussi qu'habituellement, ce cher Alistair attend un jour de plus. Mais aujourd'hui, il est pressé. Pressé de partir avec toi. Les doigts de Kurt Stenner se sont crispés sur les bras de son fauteuil roulant. Il est trempé de sueur. Ses mots ressemblent à des coups de poing. C'est lui que tu aimes, n'est-ce pas? Je veux la vérité! Mildred affronte son regard. La vérité, répond-elle d'un ton froid. La vérité, c'est que l'homme que tu soupçonnes n'est autre que toi-même. Tu es ton propre rival, Kurt. Ce n'est ni Miguel, ni Landry, ni Alistair, c'est toi. Tu ne permets à personne de m'aimer parce que tu as peur de l'amour. Tu veux être une sorte de Dieu, non un être humain. C'est pour cela que tu détestes toute tendresse et que tu t'inventes des rivaux. La voilà la vérité. Es-tu satisfait à présent? Au lieu de se fâcher, le chef de chantier sourit. Ses yeux se tournent vers la pendule. Je te remercie, Mildred. Oui, je suis satisfait, car j'ai la réponse que je cherchais. Je sais à présent que tu me détestes assez pour désirer ma mort. Maintenant, donne-moi mon revolver, s'il te plaît. Oui, celui qui est dans ton sac. Non, tu as vraiment cru que tu parviendrais à me tuer sans que je me méfie? Remarque, c'était bien calculé. À 10h pile, l'explosion aurait couvert le bruit de la détonation et l'avion t'aurait ensuite emporté loin d'ici avant qu'on ne découvre mon cadavre. Mais c'est raté, ma chérie. Et maintenant? Brusquement, Kurt Stenner s'empare de la cage contenant le serpent et la jette aux pieds de sa femme. Mildred pousse un cri d'effroi. Le haut de la cage a été ouvert. Le gargantilla sort et rampe vers la jeune femme. Celle-ci saisit le revolver qu'elle a dissimulé dans son sac et appuie sur la détente. La détonation éclate comme un coup de tonnerre. Puis, c'est le silence. Un silence pesant, oppressant. Lâche ce revolver, ordonne Kurt. Mildred, fascinée, regarde le serpent enroulé sur le sol. Lâche ce revolver, répète son mari. Tu ne peux plus tirer sur moi à présent. Ils ont entendu le coup de feu sur le chantier. Ils vont venir voir ce qui se passe. En effet, on entend des cris s'élever, des voix se rapprochent. Le gargantilla, murmure Mildred. Oui, le gargantilla, répond en écho son mari. Il a payé sa dette envers moi. Je savais que tu avais le revolver et que, grâce à ce bon vieil ami, je pouvais t'obliger à tirer le moment venu. À présent, il est trop tard pour toi, Mildred. Donne-moi le revolver. Tu as perdu. Il se courbe, les épaules en avant, et fait rouler sa chaise vers sa femme. Ses yeux sont fixés sur l'arme. Ce n'est qu'au moment où les roues caoutchoutées touchent le serpent que Kurt Stenner baisse les yeux. Il voit alors ce qui retenait si fort l'attention de sa femme. La bête n'est pas morte. La balle l'a raté de quelques millimètres avant de s'enfoncer dans le plancher. Et soudain, le serpent venimeux se tourne vers lui. Kurt Stenner voit aussi la tête étroite, les cercles rouges qui glissent le long de son dos, sa langue fourchue qui darde à intervalles rapides, ses yeux jaunes reflétant la lumière comme dans un songe. Tandis que ses mains se crispent inutilement, vainement, pour faire reculer son fauteuil roulant. Il croit entendre la voix de sa femme. Le gargantilla n'attaque jamais, Kurt. C'est une paisible créature qui ne cherche d'histoire à personne, à moins qu'il ne se sente provoqué. Et tu n'as cessé de me provoquer pendant des années, mon chéri. Mais peut-être Mildred n'a-t-elle rien dit. Peut-être
N'est-il que le jouet de la terreur qui s'est emparé de lui? Au moment où le serpent venimeux referme ses crocs sur la jambe valide de son mari, Mildred Stenner, calmement, lâche le revolver et se dirige vers la porte. Dehors, elle rencontre Miguel qui, haletant, courait vers le bureau. « Le serpent !» crie-t-elle. « C'est terrible! Il s'était sauvé de la cage. J'ai essayé de le tuer, mais je l'ai raté. » Elle retient le jeune homme assez longtemps pour pouvoir entendre le cri d'agonie de Kurt Stenner, juste avant l'explosion. Mais soudain, elle se sent libre. Libre, comme jamais encore elle n'avait été libre.